Le bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour cette suite des vidéos tant attendues de fin d'année. Après les flops des films de 2024, on se retrouve évidemment pour les top films de 2024, les meilleurs films de l'année. Évidemment, les tops restent subjectifs, c'est donc mon top 10 à moi personnellement. Et malheureusement, je suis extrêmement déçu parce que je n'ai vraiment pas pu voir tout ce que j'ai eu envie d'aller voir au cinéma cette année. Il y a plein d'énormes films qui, je pense, vont être récompensés aux Oscars, dont j'ai entendu énormément de bien, qui je vois qui sont dans tous les tops de l'année et tout, que je n'ai pas pu voir. J'attendrai malheureusement qu'ils sortent sur Canal, je pense un peu plus tard, mais je pense à The Substance, à Emilia Pérez. En début d'année, je n'ai pas pu voir non plus Zone of Interest, voilà, tous ces grands films, et je suis persuadé qu'ils auraient fini dans ce top 10, mais malheureusement je ne pourrais pas les mettre parce que je les ai pas vus. Là, malheureusement, avec mon travail à côté et puis ma vie perso aussi, je peux pas aller autant au cinéma que les gros critiques YouTube. Malheureusement c'est comme ça, donc je fais ce que je peux. Comme je le disais dans la vidéo des flops, j'ai été voir une bonne trentaine de films au cinéma cette année. Et j'ai vu plus d'une centaine de films dans l'année. Comme je le disais aussi, j'ai vu que dans les tops et les flops de tous les gros youtubeurs, il y avait énormément de films de plateforme qui étaient inclus dedans. Je vois qu'ils en parlent quand même beaucoup et énormément. Pour moi, je voulais pas trop en parler parce que ma priorité c'était de mettre le plus en avant possible le cinéma et d'aller voir des films en salle. Sauf que voilà, j'ai commencé un petit peu cette année à en parler sur ma chaîne et je vais continuer à le faire de plus en plus. Et j'ai donc décidé aussi cette année d'incorporer quelques films de plateforme que j'ai vus cette année, mais pareil, j'en ai pas vu beaucoup sur les plateformes. Donc voilà, maintenant, pour cette année aussi qui va arriver, je vais plus parler de films des plateformes, parce que je me rends compte que c'est aussi énormément accessible pour vous. Tout le monde ne va pas au cinéma, il y en a qui préfèrent rester chez eux à regarder sur la plateforme. Évidemment, le cinéma c'est mieux, mais ça c'est un autre débat. Mais bref, on va tout de suite maintenant enchaîner sur ce top de l'année, et on va commencer du coup par la 10e place. Comme pour les flops, on a pas de mention honorable, de mention spéciale, on passe direct au top 10, allez c'est parti, on y va. En 10e position, Monkey Man. Ouais. Alors Monkey Man, je pense que c'est un film que vous n'avez pas tous vu, c'est un film qui n'a pas bidé, mais qui n'a pas cartonné de fou non plus, mais voilà, c'est réalisé par Dev Patel, qui a aussi le rôle principal dans le film, et du coup j'ai fait la blague en miniature d'avoir mis John Wick, parce que c'est clairement ça, pour vous faire un résumé, c'est le John Wick mais en mode indien. Évidemment, une blague, hein, c'était un excellent film que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment un John Wick vu sous un autre angle, sous une autre façon, mais en Inde, une histoire de vengeance, voilà, où il joue ce personnage du Monkey Man, de l'homme singe. Et c'est vraiment un très bon film d'action, il y a de belles cascades, il y a une belle mise en scène. C'est vraiment un film que je mets à l'honneur dans ce top 10, parce que voilà, si j'avais pu voir les autres films que je vous ai dit en début de vidéo, je pense qu'il y serait sûrement pas. Mais vu que c'est un film du coup qui n'a pas été énormément mis en avant, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de critiques YouTube qui en ont parlé et qui disaient que c'était un excellent film. Et c'est vrai que c'est un très bon film, et il est du coup dans ce top 10, et je suis bien content qu'il y soit. Voilà, je vais pas vous en dire trop plus sur ce film parce que je pense que c'est juste bien d'aller le voir, d'aller le découvrir. Et dans tous les cas, si vous aimez de toute façon la saga John Wick, vous aimerez assurément Monkey Man. Allez, on enchaîne tout de suite. En 9e position, un petit truc en plus. Ça fait clic, 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 pam, pam, pam. J'plaque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. Oh là là, oh putain Marie. C'est parti droit dans sa Ouais, gueule. c'est pas grave, ça lui arrive tout le temps. Ah là là, un petit truc en plus, le premier film d'Artus qui a fait l'événement, qui a fait la surprise en cette année 2024. Un des films français les plus rentables de tous les temps. C'est aussi le plus grand film en tant que premier film pour un réalisateur, pour Artus du coup. Voilà, c'était un carton pas planétaire mais phénoménal en France du coup. Il a tellement marché, il est à plus de 10 millions au box-office, il est pas loin des 11 millions. Tout le monde en a parlé de ce film. Ça a fait énormément parler aussi, que ce soit au niveau des critiques, mais de la presse. Évidemment, vu que c'est un film très joyeux, qui parle évidemment du coup de ces handicapés, qu'on se retrouve un peu dans cette colonie de vacances, avec Artus et Clovis Cornillac qui sont censés être des gangsters, et Artus qui va se faire passer pour l'un d'eux, qui suit son personnage de Sylvain, hein, qu'il interprétait souvent dans ses spectacles et sur internet aussi. Et voilà, c'était la grosse surprise, personne s'y attendait, tout le monde a aimé, tout le monde a adoré, c'est extrêmement touchant. Pour un premier film, en tant que réal pour Artus,
Il y a quelques idées de mise en scène, il y a quelques idées de cadre. Je pense qu'au niveau du rythme, des fois ça balance un peu. On voit aussi que c'est quelques enchaînements de sketchs qui ont été écrits. Mais Artus a aussi dévoilé qu'il y avait pas mal d'impro, dû aussi évidemment aux personnes avec qui il était. Et qu'il a aussi laissé carte blanche parfois à certaines blagues, qu'il avait écrit la trame principale de l'histoire et certains sketchs, et qu'après il essayait de voir et d'improviser selon avec qui il était pour qu'ils soient eux aussi le plus à l'aise possible pour faire un film. Alice Belaïdi, elle est super cool aussi à l'intérieur, enfin bref, c'est un excellent film. C'est le film français qu'on aimerait avoir tous les ans en termes de... On y va, avec cette good vibes. Ça me fait un peu penser légèrement à Nos Jours Heureux en termes de vibes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux un peu dire. C'est un peu le jour heureux d'aujourd'hui. Bon, même si on parle du thème du handicap et tout, où on comprend vraiment que voilà, c'est plus les gens qui se foutent de la gueule du handicap qui sont des handicapés, clairement. Ça m'est arrivé aussi, moi, en tant qu'animateur, de travailler avec des enfants handicap, donc le film m'a un petit peu touché aussi. Mais voilà, c'est ouf que ce film ait eu ce petit truc en plus qui fait que c'est marqué de zinzin cette année 2024 en France, et c'était obligatoire que je le mette dans ce top 10. En 8ème position, Deadpool et Wolverine. Ah là là, Deadpool et Wolverine, j'étais obligé de le mettre parce que déjà, Logan, Hugh Jackman, Wolverine, mon deuxième super-héros préféré après Batman. Ça a été mon super-héros préféré pendant toute l'adolescence. Voilà, de retrouver Wolverine après tous ces X-Men qu'on a eu dans le début des années 2000 qui ont fait grimper cette hype et cette mode du super-héros au cinéma, qui a ensuite été aidé évidemment par Spider-Man, qu'on a retrouvé après tout ce MCU qui est arrivé par la suite en 2008 avec Iron Man. Puis on a eu l'excellent Logan, voilà, qui était une énorme conclusion au personnage, et on s'est dit évidemment, mais pourquoi faire revenir Wolverine avec Hugh Jackman? Il avait une fin de zinzin. Le faire revenir avec Deadpool, bon, est-ce que ça coïncide vraiment? Est-ce que les deux peuvent coexister? Bon, étant donné qu'on en a un qui est putain de sérieux et qui casse des grosses gueules, et l'autre qui est hyper drôle et complètement fou, l'alchimie ne pouvait marcher qu'entre les deux. En plus, Ryan Reynolds et Hugh Jackman, c'est deux très bons amis qui s'entendent super bien. Le projet a été dingue pour tous les deux, et le film, malgré cette super-héros fatigue, a marché de fou, plus d'1 milliard au box-office. Ah, c'est vraiment le film de super-héros de l'année, il n'y a pas de doute, c'est extrêmement drôle, c'est tellement fun. On utilise vraiment tout ce qu'il faut pour que ça soit marrant. Je me suis tapé le meilleur fou rire de l'année. Pas que le meilleur fou rire de la salle, mais je pense mon meilleur fou rire de l'année dans ce Deadpool et Wolverine. Franchement, voilà, c'était juste plein de bonheur. Il y avait quelques bonnes scènes, il y avait quelques bonnes idées. Voilà, ça reste pas non plus un film incroyable, mais juste parce que c'est un bon film de super-héros où ils ont compris ce qu'il fallait faire avec les personnages, ils méritent d'être dans le top 10, ils méritent en fait de montrer un peu que il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou pour que ça plaise au public et que le public soit réceptif maintenant aujourd'hui à des films de super-héros. Là, c'est la grosse comédie qu'on a eue cet été, et ça a bien marché, et c'est juste mérité en fait. Il y a quelques plans en CGI, quelques fonds verts qui sont dégueulasses, mais bon, j'ai envie de dire, c'est un peu comme dans tout ce qu'on a aujourd'hui ces derniers temps. Si je dois un peu chercher la petite bête, mais voilà, c'était que du bonheur, on a rigolé de fou, et puis ce côté épique d'avoir fait revenir d'autres anciens seconds personnages qu'on s'attendait moins à le voir, mais le fait de les voir, j'avais l'impression de revivre ce mini côté Avengers qu'on avait eu. Donc voilà, pour moi c'était vraiment un très bon moment. Le fait que je sois autant fan de Wolverine, ça biaise un peu peut-être mon avis, mais il y a tellement de gens qui sont fans de Deadpool aussi aujourd'hui que ça aide aussi forcément beaucoup. En 7ème position, Trap. Profitez de la fin du concert. Alors, Trap, je pense qu'il y en a certains qui peuvent être surpris de le voir aussi haut dans un top, sûrement, je pense, voire même qu'il apparaisse dans des tops. Je l'ai vu une ou deux fois apparaître dans des tops ou dans des mentions honorables, je sais plus. Mais voilà, c'est réalisé par M. Night Shyamalan, avec Josh Hartnett, qu'on ne voit plus trop comme acteur, et ce rôle lui a collé à la peau. Voilà, de jouer ce tueur en série qui est piégé dans un concert avec sa fille, qui a été organisé par la police. On a le film qui se déroule en 2 actes. Le premier acte où il est du coup
dans ce concert et il doit s'en échapper tout en déjouant les pièges de la police. Et il y a un deuxième acte qui se passe à l'extérieur du concert, mais je spoilerai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film. Parce que oui, il faut voir ce film, parce que oui, j'ai adoré Trap. Déjà, quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais hyper hypé. Je m'étais dit, putain, le concept me plaît énormément. Le concept avait l'air de plaire à beaucoup de gens. Et il y a eu quelques déçus à cause de cette deuxième partie. Moi, la deuxième partie ne m'a pas déçu, elle m'a au contraire surpris. Parce que je m'attendais pas à ce que cette deuxième partie déjà soit aussi longue. Bon, c'est pas non plus hyper long. Mais on peut dire que la première partie dure une bonne heure et la deuxième partie une petite demi-heure. Et je m'attendais pas qu'il y ait autant de choses qui se passent à l'extérieur de la salle de concert. Et tout ce qui se passe dans la salle de concert, c'est génial et c'est exceptionnel. Et ça, personne ne pourra renier ce qu'ils ont fait. Et la deuxième partie, je peux comprendre qu'elle plaise un peu moins aux gens, tellement la première était bien. Mais voilà, moi, ça m'a surpris dans le bon sens, où je m'attendais pas à ce qu'on ait ça. Et voilà, tout ce qui se passe dans la première partie, l'acteur est excellent. Le fait de jouer ce super père de famille auquel tu as envie de t'attacher, mais que tu te rends compte qu'au final, c'est un tueur en série, donc c'est pas quelqu'un de bien. Et du coup, tu as cette dualité de putain, je veux qu'il s'en sorte, j'ai envie qu'il s'en sorte, mais au fond, tu te dis, dans la logique, il devrait finir en prison, ce gars-là, quoi, en fait. Donc voilà, t'es un peu déchiré et tiraillé entre ces deux éléments, parce que t'es vraiment là en mode putain, vas-y, j'espère qu'il va réussir à déjouer tel plan, il va réussir à avoir un coup d'avance sur des trucs et tout. Et ouais, non, c'était vraiment fort sympathique, Trap, je vous le conseille vraiment. En termes de mise en scène, etc., c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux cette année, mais dans l'écriture et dans certains dialogues, j'ai trouvé ça bien, puis surtout l'interprétation des acteurs. On y retrouve la fille de Night Shyamalan dedans, pas celle qui, je sais plus si c'est celle qui a réalisé son premier film cette année ou si c'est une autre. Mais voilà, l'autre film, Les Guetteurs de sa fille, on n'en parlera pas, il a failli finir dans les flops, mais je l'ai pas mis. Mais voilà, en tout cas, c'est un excellent film, et si vous l'avez pas vu, je vous le conseille évidemment très fortement. En 6ème position, Poor Things. Oui, mais Poor Things sorti en 2023, ça a déjà été récompensé de nombreuses fois aux Oscars 2023, nalani, nalana. Bah oui, mais Poor Things en France, c'est sorti au mois de janvier. Et moi, je l'ai vu au mois de février. Donc pour moi, il finit dans ce top. Voilà, Poor Things, pauvre créature en français, du coup. Je pense pas qu'énormément de gens, on va dire grand public, mainstream, aient vu ce film. Et c'est un film comme très étrange. Le pitch et le synopsis est un peu dérangeant. C'est un peu une histoire complètement renouvelée à la Frankenstein, ou interprétée par la grande sublime Emma Stone, qui du coup a eu ce corps qui a été créé, qui a été inventé par le personnage de William Dafoe, et qui se retrouve dans découvrir ce monde complètement étrange et complètement dérangé, et qui va du coup aussi apprendre à découvrir ce que c'est que l'amour avec Mark Ruffalo et d'autres. C'est un film qui est vraiment, et je le redis, vraiment étrange, mais je ne peux que reconnaître que c'est un film grandiose et qui mérite toutes les récompenses qu'il a eues. C'est une direction artistique folle et grandiose, mais pour tout, que ce soit les costumes, les maquillages, les coiffures, toute la direction artistique, surtout les décors, on a et aussi des plans de mise en scène. C'est juste un exemple, ce qu'a pu nous montrer le réal. Oui, ce niveau du scénar, c'est un peu bizarre. Le 3e acte est un peu long et vraiment étrange. Et au moins, sur le premier et 2e acte, on a des plans de fou furieux. Il y a même des plans, on dirait des peintures animées, tellement c'est beau en fait. Et surtout, voilà, l'interprétation des acteurs, dont surtout Emma Stone, qui est incroyable. Emma Stone, franchement, ces dernières années, elle est juste folle. Il faut qu'elle continue sur cette lancée. Elle lâche pas l'affaire, il faut qu'elle continue, elle est juste incroyable. Voilà, je l'ai pas mis non plus dans le top 5, mais il devait au moins être dans le top 10, c'est sûr et certain. Et je le mets quand même aussi haut parce que, même si l'histoire ne m'a pas plu incroyablement personnellement, le film dans son exécution est juste incroyable. Et je ne peux que reconnaître sa grandiosité, quoi. En 5e position, The Backriders. Il y a des gars qui préfèrent foncer plutôt que freiner.
Et ça y est, on rentre dans le top 5, donc on rentre dans le dur du dur, on rentre vraiment dans les meilleurs films que j'ai vus cette année. Et on enchaîne du coup avec The Backriders, que j'ai vu 2 fois cette année. Raconte l'histoire du premier gros club de motards dans les années 60, qui du coup le film est tiré d'un livre d'un jeune étudiant qui est venu interviewer du coup tous ces motards et pour découvrir un peu leur mode de vie. Donc pendant ce film, on apprend à découvrir du coup l'évolution de ce premier groupe de motards qui a eu une ascension, une fulgurance de fou et qui est conduit à la fin du film sur carrément pourquoi est-ce qu'on est passé de juste des clubs de balade de motards à ensuite plus tard des clubs de gang, trafic d'armes, etc., etc., etc. C'est pour moi évidemment une évidence que ce film allait me plaire parce que je suis un grand fan des Sons of Anarchy. Vous le voyez pas, mais il y a un tableau des Sons qui est juste au-dessus là-bas. Une série grandiose que je vous conseille évidemment de voir si c'est pas le cas. Après, il n'y a pas forcément besoin d'être fan de moto et de motard. Hein. De base, moi, ça l'était pas du tout. Et là, voilà, on y retrouve Tom Hardy. On a aussi Austin Butler que j'avais adoré dans Dune partie 2. Donc je me suis dit, il faut que je fonce voir ça. J'y étais allé avec 2 amis et je pense que ces 2 amis seront très étonnés et très contents qu'ils figurent en 5e position. Parce qu'à la fin de mon premier visionnage, et j'étais pas conquis à 100% de ce film parce que j'avais trop cette vision des Sons pour ce film. Et c'est pas du tout ça. Voilà, c'est un film qui est plus léger, où on prend plus son temps sur la narration. On a de magnifiques plans de moto. On prend le temps de poser les personnages, de les développer, de montrer qui ils sont. Il y a une belle narration, il y a des dialogues qui sont assez bien construits. Et du coup, ce qui est aussi cool, c'est l'interaction qu'il y a entre tous ces personnages et leur évolution entre eux. Voilà, c'est un film qui est assez complet dans tout ce qu'il faut. Et je l'ai revu récemment, en fait. Et en l'ayant revu et en m'attendant à ce que j'allais voir, en sachant que ça allait être un film plus posé, ce que je pensais être de base lors de mon premier visionnage, j'ai vraiment apprécié ce second visionnage et je l'ai vraiment remis à la hausse et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Tom Hardy est d'un charisme fou dans ce film. Dès qu'on voit qu'il sort de ce rôle de Venom, on sent vraiment que le mec a un potentiel d'acting qui est fou et il faut qu'il aille encore plus loin dans ces dernières années de cinématographie. Austin Butler, c'est, je pense, un des futurs grands d'Hollywood avec Timothée Chalamet. Je pense que c'est les 2 jeunes qui vont crever l'écran dans les années qui vont arriver. Même si c'est déjà un peu le cas, on peut le dire. Donc voilà, pour moi, il finit en 5e position. C'était un excellent film. Je suis très heureux de le mettre dans ce top 5. Si vous ne l'avez pas vu, foncez parce qu'il est dispo actuellement sur Canal. Allez, on enchaîne. En 4e position, The Iron Claw. Vous avez un problème ? Non, père. Voilà, je me permets de mettre une double affiche parce que là, on parle d'un truc qui me plaît énormément. On va parler de catch. Alors, évidemment, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit « Oh putain, un film sur le catch, ça ne va pas me plaire. » Non, les frères, c'est pas que un film sur le catch, c'est un film sur l'histoire de cette famille maudite, cette famille issue d'un grand champion qui a eu plusieurs fils. L'enchaînement de malédictions va s'enchaîner sur leurs fils qui ont voulu suivre sa carrière. Et c'est un film qui déchire le cœur. C'est un des premiers films que j'ai été voir au cinéma tout seul. Je crois même que c'est le premier. Et évidemment, en tant que grand fan de catch que je suis, je me suis dit ça va forcément me plaire. Et j'étais extrêmement étonné de voir Zac Efron, du coup, avoir le premier rôle de ce film. Et il a été excellent dans ce film et j'ai été moi-même étonné d'avoir autant aimé. De base, tout ce qui se passe dans les années 50, 60, voire même parfois 70, je kiffe pas trop. Et là, je vous enchaîne dans mon top 5 2 films qui se passent à cette époque-là. Bon, un film des Bike Riders qui m'a marqué via le fait que j'ai adoré les Sons. Et là, je pense que le fait que ce soit un film qui parle d'une famille de catcheurs, ça aide aussi. Mais voilà, donc du coup, en termes de mise en scène, on a de beaux plans, on a de belles scènes. La réal est propre, il y a une belle DA, on a vraiment l'impression d'être dans cette époque. Et ce qui est extrêmement fort dans ce film, encore une fois, un peu comme le film d'avant, c'est la narration, c'est le développement des personnages, les interactions qu'ils ont entre eux, les dialogues. C'est vraiment l'histoire, c'est le scénario, c'est ce qui te colle au truc. Et tu ne vas pas croire ce qui va arriver à tous les fils de ce grand champion qui veulent du coup vivre le rêve de leur père. Pas pour tous, il y en a certains qui se retrouvent un peu obligés. Le père qui est très strict et tous ces fils qui veulent faire la fierté de leur père, mais qui arrivent à
eux être en grande cohésion. Et tu vas te dire, c'est pas possible l'enchaînement de malheurs qui leur arrivent. Et c'est des malheurs horribles, hein, je vous spoil pas le film. Et le pire, c'est qu'à la sortie du film, plein de gens se sont dit non mais c'est trop ce qu'ils ont fait sur le scénario. Là, l'enchaînement de ce qui leur arrive, c'est trop horrible. Et le pire, c'est que dans la vraie vie, c'était encore pire. Parce que ils ont retiré un fils de l'histoire à qui il arrivait aussi une chose horrible. Parce que sinon, ils se sont dit, mais les spectateurs ne vont pas croire ce que c'était réel, ce qui est autant arrivé. Et bah si, c'était même encore pire dans la vraie vie. Donc voilà, c'est un film qui va vous prendre aux tripes. Si vous l'avez pas vu, fan de catch ou pas, on s'en fout. Ça raconte l'histoire d'une famille qui est dans un sport, et là ce sport c'est le catch. Et vous verrez, ça a pas un grand impact sur le film. Ce qui est vraiment important, c'est ce qui se passe pour eux. Allez, on va rentrer dans le top 3, ça y est. En 3e position, L'amour ouf. Ah là là, un film français dans le top 3, ça c'est un truc que j'aurais jamais pu croire dans ma vie. Alors, évidemment je plaisante, je l'ai dit dans mes flops, ça a été une très grande année pour le cinéma français. Voilà, on retrouve déjà le grand succès d'Artus qu'on a eu, que j'ai mis dans mon top 10. Mais aussi dans les flops, il n'y a que 3 films français je crois, au moins 3. On avait Cocorico à l'ancienne, il y avait Loup-garou et il y avait Sous la Seine, il y en avait 4. Et quel bonheur de se dire qu'on retrouve au moins 2 films français du coup dans ce top, parce qu'on a déjà un petit truc en plus et maintenant on a L'amour ouf. Le film est réalisé par Gilles Lelouch avec François Civil, avec Adèle Exarchopoulos, Raphaël Quenard, Benoît Poelvoorde, Jean-Pascal Zadi, et il faut aussi et surtout mettre à l'honneur les personnages qui jouent le rôle de Adèle et François plus jeunes, Malik Frika et Mallory Wanak, qu'on avait déjà vu avec François Civil plus tôt dans Pas de vague, que j'ai vu récemment. Et voilà, c'était un film qui me hypait de fou quand j'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air d'être un vrai gros film impactant français qui était réalisé par Gilles Lelouch. En plus, on était beaucoup à attendre ce film. Et le film a grave bien marché. Il a fait 4 ou 5 millions d'entrées au box-office français, je crois, un truc comme ça. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est que le film a plu à tout le monde, que ça soit jeune génération, la génération moyenne et la vieille génération. Il a plu à tout le monde, ce film. Et pour ceux qui ont vu ma critique, j'ai quelques problèmes avec ce film que j'explique, mais avec le temps, j'ai relativisé et je me suis dit que si moi j'ai un problème avec ce genre de personnage, ça doit pas non plus entacher du coup ce film. Et avec le recul, c'est quand même un putain de grand film. Oui, c'est une histoire d'amour, c'est, on peut le dire, un drame aussi, on a aussi quelques scènes d'action. Et avec le recul, je me suis dit que oui, c'était mon 3e film préféré de l'année, sans aucun doute au final. Je ne l'ai pas encore revu, mais j'ai très hâte de le revoir en fait. On a une première partie du film qui parle du développement de ces 2 personnages quand ils sont plus jeunes. On les retrouve ensuite plus vieux, mais je ne m'attendais pas à ce que cette première partie soit si longue. Et les 2 jeunes acteurs sont vraiment fous, et on peut même dire parfois qu'ils volent la vedette du coup à François Civil et à Adèle. François Civil et Adèle du coup qui sont maintenant ensemble dans la vraie vie, l'ont officialisé. Je pense que c'est suite à ce film sûrement. Et voilà, ce film est touchant, ce film est dur. Gilles Lelouch dans sa réalisation est extrêmement fort. On a de beaux cadres, on a une belle mise en scène, on a une belle réal. La musique, la BO est folle, elle est incroyable. Même encore aujourd'hui, on est encore beaucoup à l'écouter. On a un peu de ce côté comédie musicale. De temps à autre, on a quelques scènes. Au final, colle parfaitement avec l'ambiance du film. Les interprétations des acteurs sont folles, mais pour tous les acteurs, vraiment tous. On a Alain Chabat aussi, que j'ai oublié, qu'on retrouve dedans. À part ce petit point négatif que moi j'ai évoqué dans ma critique, donc je vous conseille d'aller la voir pour bien vous expliquer, parce que sinon je vous spoil un peu trop le film. À part ce petit truc là avec lequel moi je suis en désaccord, voilà, le film est vraiment grandiose et incroyable, et quel plaisir d'avoir des films français comme ça. Et vu que le film a bien marché, il y en aura d'autres et c'est extrêmement plaisant. Et L'amour ouf, c'était vraiment ouf. En 2e position, Le Comte de Monte Cristo. Je renonce à me faire justice. Je renonce à la seule force qui me tient en vie. Je vous remets l'affiche principale, mais je vous ai mis avant l'autre parce que personnellement je trouve que l'autre est beaucoup mieux. Mais celle-là, c'est l'affiche principale que tout le monde connaît, donc ça parlera à plus de gens. Mais parlera à qui? On est plus de 9 millions à avoir vu ce film en France, quasiment 10. Aïe aïe aïe, Le Comte de Monte Cristo, mais quelle surprise, encore une fois. Encore un film français. Attendez, mais 2 films français dans le top 3, mais qu'est-ce qui se passe? Et encore. Si j'avais vraiment fait le chauvin, j'aurais pu le mettre en première place, juste histoire de dire
c'est méritant d'avoir ce genre de film. Et allez, je le mets en avant de fou, je le mets en top 1. Mais vous le verrez, le film qui est top 1 m'a plus touché moi personnellement. Mais ce Comte de Monte Cristo, quelle folie, quelle dinguerie. Je suis tellement heureux que ce film ait marché, je suis tellement heureux que les gens aient adoré ce film. Alors oui, c'est une porte ouverte qu'on a eue grâce aux 2 premiers 3 Mousquetaires, où le premier était assez sympathique, le 2 un peu moins bien, je crois, d'après mes souvenirs, je me souviens plus trop. Moi, j'avais bien aimé les 2, même si on avait un peu trop ce côté américano-francophone en termes de réalisation pour le film. Là, on est sur une autre atmosphère, on est sur cette nouvelle histoire du Comte de Monte Cristo, interprété par Pierre Ninet, qui est couteau suisse, on peut dire que c'est notre couteau français, le mec fait de tout, le mec sait tout faire, il est incroyable, et dans ce rôle, je vois que lui maintenant, c'est fou. Et les gens disent que ce film a des défauts, mais moi, malheureusement, je lui en vois quasiment pas. Il faudrait que je le revoie pour être sûr, parce que le film dure longtemps, il me semble, mais je crois pas que la longueur m'avait déçu. Le seul truc que je me souviens, c'est que la salle était blindée quand on était allé le voir. Mais voilà, les plans, les cadres, tout est beau, tout est magnifique. C'est des fonds d'écran, ce qu'on a droit dans ce film. L'histoire et le scénario est hyper cool, on s'ennuie jamais. La narration, les dialogues, le scénario, il y a tout qui marche. Moi, j'ai toujours accroché à tout. J'ai toujours eu ce truc de je veux voir la suite, je veux voir comment ça se finit. Qu'il va réussir à aller au bout de sa vengeance, ce Comte de Monte Cristo. Les interprétations, le casting, tout est incroyable dans ce film. Les acteurs sont tous hyper chauds, sont tous hyper forts. Et j'adore tout le casting dans ce film, que ce soit les rôles principaux ou les seconds rôles. Ils sont tous hyper bien dans leur interprétation. Et évidemment aussi la très grosse force de ce film, c'est la BO, c'est la musique, elle est exceptionnelle, elle est géniale. Le main theme Trésor de Monte Cristo nous résonne encore tous en tête. Et je me souviendrai toujours de cette petite anecdote quand on est sorti de la salle. Hyper rare que quand j'allais voir des films avec des amis, que le premier truc qu'on me dit, alors que le film est complet de fou, mais le premier truc qu'on m'a dit, qu'un pote m'a dit, c'est « Non mais la musique, elle est dingue, elle est folle ». Et c'est vrai que oui, c'est quand même un des trucs qui nous fait repenser le plus à ce film. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est de le revoir. Et là, je viens de voir qu'il vient de sortir sur Canal, alors que je sais plus s'il est encore en salle ou pas, parce qu'il est quand même resté de très longs mois. J'ai qu'une seule hâte, c'est de me le refaire. Et c'est vraiment mérité. Il est franchement à pas grand-chose au niveau du top 1 aussi. Mais personnellement, vous verrez que ce qui arrive juste après, c'était une folie. Et en première position, Dune partie 2. Que ta dague se brise en 1000 morceaux. Ah là là, certains s'en doutaient, mais on est énormément à l'avoir mis premier cette année. Je l'ai vu dans plein de notes spectateurs et dans plein de top spectateurs. Il arrivait premier de nombreuses fois. Ça jouait à pas grand chose avec Monte Cristo souvent. Mais voilà, Dune déjà, c'est fou comment ce film m'a conquis. Je ne saurais expliquer. J'ai l'impression, c'est une petite et légère impression, de revivre ce que j'ai vécu avec Le Seigneur des Anneaux dans une espèce de trilogie saga. Alors pas autant, Le Seigneur des Anneaux ça restera toujours le must et le meilleur du meilleur, mais j'ai l'impression de revivre un peu cette vibe, j'arrive pas à expliquer ça. Le film me touche à un point de jamais imaginer ça. Quand le premier Dune est sorti au cinéma, j'en attendais pas grand chose, voilà, je savais que c'était inspiré d'un livre. Je savais qu'il y avait eu un premier Dune qui était sorti dans les années 80 que j'ai jamais vu. Je m'attendais à pas grand chose et le premier Dune, je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé le lore, j'ai beaucoup aimé évidemment les acteurs, leur interprétation. J'ai beaucoup aimé la direction artistique, surtout la mise en scène et la réal de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve qui je pense maintenant est évidemment dans mon top 3 des réals préférés parce que Prisoners c'est un de mes films préférés. Et au fur et à mesure je vois qu'il y a des films que j'ai vus qui ont été réalisés par lui, donc je me dis, bon bah au final je pense que c'est pas pour rien que ça tombe sur lui. Le 1, voilà, j'avais beaucoup aimé, j'avais super kiffé. Je sais plus en quelle position je l'avais mis l'année dernière, mais je suppose qu'il devait être dans le top 3 ou le top 5 au moins, je pense. Et alors là, le 2. Mais tout ce qui était bien dans le 1 est encore mieux dans le 2. Le 1, on avait ce côté, on pose les bases, le lore, les personnages, les familles. On a imposé un peu tout ça, et on avait ce côté épique, d'action. Vraiment un mélange de space opéra et un mélange de dualité
et de manipulation un peu à la Game of Thrones. J'avais un peu comparé ça comme ça à l'époque, avec une BO folle et incroyable, avec le thème de Paul Atreides. Voilà, évidemment aussi Zimmer qui est là, donc ça aide beaucoup. Mais alors le 2, déjà la première fois que je l'ai vu, j'étais scotché à mon siège. Le cadre, les plans, ça me scotchait à mon siège. J'étais comme ça devant l'écran, j'y croyais pas. Bref, mon premier visionnage était déjà exceptionnel, mais j'étais pas à 100% satisfait. Et j'ai été le revoir en IMAX, les amis. Et quand je l'ai revu en IMAX, j'ai fait c'est bon. C'est du 5 sur 5. C'est un chef-d'œuvre absolu. Au bout d'un moment, il faut y aller. Il faut poser les termes. C'est épique. Il y a ce côté religieux en termes de Messiah, de Messie qu'on a autour de Paul Atreides et des missions et qu'il doit accomplir et tout. Tout ce côté lore qu'on a aussi autour de la terre d'Arrakis et de tous ces personnages. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a touché de fou. Et cette énorme scène en noir et blanc qui se passe du coup avec Austin Butler, etc. C'est aussi incroyable. L'image, le son, la BO, la réa, la mise en scène, la direction artistique, le casting, leur interprétation, les dialogues, le scénario, tout est épique, tout est génial, tout est incroyable. Je me souviens, mon provisionnage, j'étais un peu déçu que la bataille finale de l'IMAX ne dure pas aussi longtemps. J'étais aussi un peu déçu du duel final entre Timothée Chalamet et Austin Butler. Et après mon second visionnage, en fait, en IMAX, j'ai fait, mais... L'IMAX, franchement, ça change un film. Clairement, j'avais été voir Top Gun, Maverick et Doctor Strange 2 aussi. Alors là, franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir des aussi grands films au cinéma en IMAX, allez-y. Oui, là, on peut le dire, et je le dis, parce que je suis toujours un serveur de places de cinéma où les places de cinéma ne sont pas chères, évidemment. Sauf si vous allez dans des Gaumont ou des UGC, là vous vous faites voler, pour des tarifs normaux. Mais si vous allez voir quelque chose en IMAX, et que là vous devez payer évidemment et mettre le prix, vous en avez pour votre argent. C'est un truc de fou. Donc voilà, d'une première position, Lisan Al-Gaïb, tout ce que vous voulez. Voilà, pour moi, c'est une évidence même. J'en ai des étoiles dans les yeux depuis que j'en parle depuis tout à l'heure. La critique est dispo, évidemment, je vous laisse aller la voir. J'en ai même fait un TikTok après mon second visionnage en IMAX. Et voilà, en tout cas, les amis, c'est ici qu'on va conclure ce top des films de l'année. Bon, bah, je suppose qu'il aurait été différent si j'avais pu voir tout ce que je vous avais dit avant. Alors, avec ces 3 grands films, et encore, il y en a plein d'autres que j'ai pas vus, mais surtout The Substance, Emilia Perez et Zone of Interest que j'ai pas vu cette année, malheureusement. Et voilà, maintenant, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'arriver aux Oscars et de voir quel film a mérité telle ou telle récompense. J'espère que Dune en chopera un maximum. J'espère que le Comte de Monte Cristo aussi pourra en choper aux Oscars. C'est possible, ça peut arriver. Le film a bien plu aux États-Unis, donc sait-on jamais. Mais en tout cas, voilà, merci à vous. Évidemment, le plus important maintenant pour vous, c'est de me dire si vous êtes d'accord ou pas avec les places que j'ai mis dans ce top. Et évidemment, surtout, de mettre votre top à vous. Si vous voulez mettre votre top 10, que vous avez le temps, faites-le. Ou alors un top 5 ou un top 3, c'est déjà génial. Voire même juste votre film préféré. Faites-le les amis, c'est extrêmement important. Et surtout, moi j'ai envie de savoir, en fait, je suis extrêmement curieux de voir quels ont été vos films préférés cette année. Et évidemment, je vous invite à liker la vidéo si ça vous a plu, à commenter comme je vous l'ai dit, à partager un max, c'est les vidéos qu'il faut partager, c'est les vidéos où il faut un max de soutien. Vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, mais il y a aussi un gros changement au niveau de l'interface, mais ça j'en reparlerai aussi un peu plus tard en détail, on n'est pas là pour ça. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux qui apparaissent en bas à gauche, et nous on se donne rendez-vous, je sais pas quand, mais très vite, pour une prochaine critique, et je pense déjà laquelle ça va être, mais je vous laisse du coup voir laquelle de ces 2 prochaines critiques nous verrons la prochaine fois. Allez, ciao ciao.